Toute l'actu automobile au quotidien, le journal de l'auto, Hugo Terretaz. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure, c'est le journal de l'auto. Nous sommes le mercredi 19 septembre 2018, je suis ravi de vous retrouver. Alors c'est quoi le journal de l'auto? C'est votre nouvelle émission qui va désormais revenir chaque soir du lundi au vendredi sur l'actualité automobile du jour. Et pour cette grande première, on va certes revenir sur l'actualité automobile de ce mercredi 19 septembre 2018, mais on va également revenir sur l'actualité automobile de ces dernières semaines et vous allez voir, le sommaire est plutôt riche. N'oubliez pas que vous pouvez réagir avec le hashtag journal auto et pour cette grande première, vous pouvez également réagir avec le hashtag journal auto la première. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le journal de l'auto, dont voici tout de suite le sommaire. Au sommaire du journal de l'auto de ce mercredi 19 septembre 2018, je vais vous présenter deux versions un peu particulières de la Yaris. La première fête les 20 ans de la citadine japonaise, son nom la Toyota Yaris Y20, et l'autre c'est une version sportive mais un peu moins sportive que la Yaris GRMN, son nom la GR Sport. Alors que faudra-t-il savoir sur ces deux déclinaisons de la Yaris? La réponse ça sera dans un instant. On va parler électrique également avec BMW qui présente son concept Vision Next qui présente un peu le futur électrique de BMW. Alors quelles sont les infos à retenir sur le dernier concept en date de la marque allemande? La réponse c'est dans un instant. Restons en Allemagne pour la nationalité de la marque et oui, je vais vous présenter la nouvelle version 43 de l'AMG GT 4 portes de Mercedes. Alors que faut-il savoir sur cette nouvelle motorisation de la Mercedes AMG GT 4 portes? La réponse, ça sera dans un instant. Et je vais également vous présenter, toujours dans les nouveautés de la semaine, je vais vous présenter l'Audi e-tron. Il sera au prochain mondial de Paris. Il a été dévoilé cette semaine. Alors, que faut-il savoir sur le SUV électrique de Audi, rival entre autres du Tesla Model X et du Mercedes EQC? La réponse, ça sera dans quelques instants sur le journal de l'auto et dans les nouveautés du jour. On va également vous parler de l'actualité du mondial de Paris aujourd'hui dans le journal de l'auto et ça sera, comment vous dire, une actualité plutôt riche que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler dans quelques instants de la DS3 Crossback. Et oui, DS a dévoilé récemment sa DS3 Crossback. Alors que faut-il savoir sur le deuxième SUV de DS et le premier SUV urbain de la marque premium française? La réponse, ça sera dans quelques instants. Je vais également vous parler du Seat Tarraco qui a été dévoilé hier. Et oui, Seat a dévoilé un grand SUV hier. Son nom, le Tarraco. Alors que faudra-t-il savoir sur ce Tarraco? La réponse, ça sera dans un instant. On parlera également du nouveau Toyota RAV4, de la nouvelle Toyota Camry, de la Kia e-Niro. Je vous parlerai également du Renault Easy Pro concept dévoilé aujourd'hui même. C'est très très frais. Je vais également vous annoncer que Seat ouvrira 4 stands éphémères lors du Mondial de Paris qui ouvrira ses portes début octobre 2018. Alors, où seront situés ces 4 stands éphémères qui auront lieu uniquement au moment du mondial? La réponse, ça sera dans quelques instants. Et dans le reste de l'actu, je vais vous parler de Ford qui met à jour les S-Max et Galaxy. Et oui, ils sont encore en vente. Je vous en parlerai dans quelques instants. N'oubliez pas que vous pouvez réagir avec le hashtag Journal Auto. Ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Et pour cette grande première, vous pouvez également réagir avec le hashtag Journal Auto, la première. Et on commence tout de suite ce journal de l'auto sans plus tarder avec les news du Mondial de Paris 2018. Mondial de Paris 2018, les news.
Ce sera l'événement automobile d'octobre 2018. Cette année, le mondial fêtera ses 120 ans. Et pour cette occasion, le mondial de Paris vous proposera des nouveautés encore plus inédites que jamais. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit panorama des dernières nouveautés qui ont été présentées et qui seront donc au mondial de Paris dans quelques semaines maintenant, dès début octobre 2018. Et le premier modèle d'entre eux, c'est le DS3 Crossback. Et oui, le SUV urbain premium à la française qui a été dévoilé la semaine dernière par DS et qui rejoindra donc dans les concessions dans quelques mois le DS7 Crossback. Alors que faut-il savoir sur le SUV urbain à la française? Je vous propose tout de suite de le découvrir dans cette première édition du journal de l'automobile. Apparue en 2009, la DS3 a été pendant de longs mois le modèle le plus vendu de la marque française. 9 ans plus tard, la citadine Premium laisse la place à un crossover urbain dénommé DS3 Crossback Découverte. DS accélère. Après une longue période de léthargie marquée par de très nombreuses séries spéciales mais pas vraiment de nouveautés, la firme tricolore propose progressivement un plan produit plus ambitieux. Après le DS7 Crossback commercialisé depuis quelques mois, c'est au tour maintenant de la DS3 Crossback de faire ses débuts. Pour le renouvellement de ce modèle, DS a décidé de tout changer, ou presque. Fini la citadine et place au crossover urbain qui reprend l'appellation Crossback déjà vue sur le DS7. Comme à son habitude, les partis pris stylistiques sont très marqués. Ainsi, les designers ont énormément travaillé la signature visuelle composée de feux de jour toujours verticaux mais marqués par une ondulation, tandis que les projecteurs, pouvant être 100% full LED sur les finitions hautes, donnent un regard unique à ce crossover, une impression renforcée par la calandre massive et les nervures très marquées du capot. Toutefois, c'est au niveau du profil que la DS3 Crossback se démarque le plus. Disponible uniquement en 5 portes, elle reprend l'aileron de requin déjà vu sur la première DS3, mais celui-ci se situe désormais entre les portes avant et arrière. Elle innove également avec la présence de poignées de porte affleurantes, une première sur le segment puisqu'habituellement réservée à des modèles du segment supérieur comme les Tesla ou le Range Rover Velar. L'originalité est également de mise à l'arrière avec un traitement plus horizontal, notamment au niveau des feux reliés par un jonc chromé qui court sur toute la largeur. Les sorties d'échappement sont pour leur part intégrées au bouclier. L'audace extérieure est aussi d'actualité dans l'habitacle avec une planche de bord à la présentation originale, notamment sa partie centrale composée de 5 losanges dont 2 sont consacrés aux aérateurs tandis que les autres regroupent certaines commandes. Les plus observateurs auront remarqué que les aérateurs latéraux ne sont plus solidaires de la planche de bord mais des contreportes. Le conducteur aura face à lui une instrumentation 100% numérique associée à un affichage tête haute. Un écran multimédia tactile de 10,3 pouces, le plus grand du segment, trône au centre de la planche. DS se revendique premium. La marque française a donc repris certains détails déjà vus sur le DS7, comme par exemple le point perle ou le guillochage au niveau de la console centrale. Les matériaux sont nobles avec par exemple du cuir, de l'aluminium ou de l'alcantara. La personnalisation joue, comme sur la DS3, un rôle important avec pas moins de 10 teintes de carrosserie et 3 de pavillon. À cela viendra s'ajouter 5 ambiances intérieures portant les noms de DS Montmartre, Bastille, Performance Line, Rivoli et Opéra. Avec une longueur de 4,12 m, la DS3 Crossback gagne 12 cm par rapport à la précédente génération. Ces centimètres supplémentaires ainsi que la présence des portes arrière garantissent une plus grande facilité d'utilisation. L'habitabilité arrière est bonne, mais le sentiment d'enfermement est assez prononcé. Avec 350 litres, le coffre est dans la moyenne de la catégorie. Cette DS3 Crossback veut se différencier également par son équipement. Elle pourra être pourvue selon les finitions de projecteurs 100% LED adaptatifs, d'une conduite autonome de niveau 2, une première dans la catégorie, la recharge du téléphone par induction, le freinage d'urgence en ville fonctionnant même de nuit ou la possibilité de déverrouiller ou de démarrer son véhicule grâce à son portable.
Cette DS3 Crossback inaugure une nouvelle plateforme dénommée eCMP. Sous son capot, au printemps prochain, on retrouvera les motorisations essence, PureTech 100, 130 et 155 chevaux, diesel, Blue HDI 100 et 130 chevaux, mais surtout une version 100% électrique débarquera à l'hiver prochain. Portant le nom de DS3 Crossback e-Tense, elle sera animée par un moteur électrique de 100 kW, 136 chevaux, alimenté par une batterie lithium-ion de 50 kWh. Son couple de 260 Nm lui permettra d'abattre le 0 à 100 km/h en 8,7 secondes, le tout avec une autonomie annoncée de 300 km selon la norme WLTP, 450 km en NEDC. 80% de la recharge se fera en 30 minutes sur les bornes rapides et 5 heures sur une prise domestique. Au final, une nouvelle fois, DS ose. Un résultat stylistique étonnant qui sera forcément clivant. Pour séduire, la DS3 Crossback pourra s'appuyer sur une présentation originale et moderne et un équipement riche et complet. Le constructeur aura un atout de plus avec la version électrique. La DS3 Crossback sera présentée à l'occasion du prochain Mondial de Paris. La commercialisation interviendra au printemps 2019. Les prix ne sont bien évidemment pas encore connus. La DS3 Crossback vous donne donc rendez-vous très bientôt en octobre à la porte de Versailles. Et on poursuit tout de suite avec Kia qui présentera au Mondial de Paris deux modèles différents. Il y aura la Kia Ceed GT, mais également la version break de chasse de la Kia Ceed, c'est la Kia Proceed. Je vous présenterai la Kia Proceed dans quelques instants, mais avant, je vous présente la version GT de la compacte asiatique. La compacte de Kia sans canaille avec cette variante GT qui joue la carte du sport, accessible en restant fidèle à 1,6 litre essence turbo de seulement 204 chevaux. En 2013, Kia a lancé sa première sportive en Europe, la Ceed GT. Mais le Coréen l'avait joué modeste, ne cherchant pas à titiller les références de la catégorie et préférant un positionnement intermédiaire entre les compacts normales et les plus énervés. Une formule qui a su séduire car la marque renouvelle l'expérience avec la troisième génération de celle qui se nomme maintenant Ceed sans apostrophe. Toujours pas de course à la puissance, la voiture reste dotée d'un 1,6 litre turbo-essence de 204 chevaux. Le couple culmine à 265 Nm entre 1500 et 4500 tours minute. En série, la boîte de vitesse est une manuelle à 6 rapports. Petite nouveauté, Kia proposera cette fois en option une boîte automatique double embrayage 7 rapports. Avec celle-ci, il y aura la possibilité d'activer un mode sport qui agit sur la réponse de la pédale d'accélérateur ou la consistance de la direction. Kia annonce avoir revu l'échappement pour un meilleur son. Aucune valeur de performance n'a été communiquée pour l'instant. La voiture profite de nombreuses améliorations par rapport à la version standard pour la rendre plus efficace sur route. La garde au sol a été abaissée de 5 mm, les suspensions ont été revues, le contrôle de trajectoire est un peu plus permissif, les disques de frein avant ont été agrandis, 320 mm au lieu de 288 mm. La voiture est chaussée de pneus Michelin Pilot Sport 4. Côté look, la GT fait dans le discret mais sympathique avec des boucliers spécifiques, des touches de rouge, un petit becquet, d'inédites jantes de 18 pouces ou encore une double shorty d'échappement. À l'intérieur, on trouve un volant avec un petit méplage, des sièges avant plus enveloppants associant cuir et suédine, un pédalier en alu et des surpiqûres rouges. Cette GT arrivera dans les concessions au cours du premier trimestre 2019. Mais ce n'est pas la seule Ceed que Kia présentera au Mondial de Paris en octobre. Kia présentera également la variante break de chasse de sa compacte, la Proceed. Il a fallu attendre 2018 pour qu'un constructeur généraliste sorte un modèle Shooting Brake, break de chasse. Et contre toute attente, c'est une marque coréenne qui ose donner l'exemple, Kia étonne donc avec un modèle fort en style, mais pas que. On connaissait le Proceed depuis 2007 comme la version coupée 3 portes de la berline compacte Ceed. Aujourd'hui, avec la troisième génération, Kia change totalement son fusil d'épaule, tout en gardant le nom désormais simplifié en Proceed, sans le underscore.
Ils transforment complètement leur modèle, lui offrant une étonnante carrosserie shooting brake, c'est-à-dire break de chasse. Très prisé depuis des décennies par les marques premium, spécialement anglaises, le break de chasse a été remis au goût du jour par Mercedes avec les CLS et ses CLA shooting brake. Et on l'a pensé du coup réservé aux marques les plus huppées. Manifestement, Kia n'était pas d'accord avec ce fait établi. Il faut dire que les variantes 3 portes du coupé sont en perte de vitesse en Europe. À l'heure du remplacement du Proceed, c'est donc posé la question, soit l'arrêter purement et simplement, soit le révolutionner. Vous avez sous les yeux le résultat de la seconde option. Le groupe Hyundai Kia continue donc de surprendre après avoir lancé par exemple la version fastback de la Hyundai i30. Et chez nous d'en conclure que plutôt que de rester dans le concept de suiveur, comme ce fut le cas ces 20 dernières années, le groupe veut donner une image innovante. Le résultat est là, et sans pouvoir préjuger du succès ou pas de la démarche, on peut cependant en louer l'audace. Le Proceed 3 s'inspire donc du concept présenté au salon de Francfort 2017, sans en conserver la flamboyance exacerbée. Passage en grande série oblige, le style est tout de même plus marqué et fort qu'à l'habitude. Si toute la partie avant est reprise de la berline, bouclier excepté, le profil et la partie arrière sont complètement nouveaux. Et face à la version SW classique, le shooting brake est indéniablement plus dynamique et musclé. Le profil avec sa ligne de toit très inclinée fait immanquablement penser aux lignes des Mercedes et CLS et CLA shooting brake, c'est le jeu. Et le Proceed reprend le petit aileron de requin inversé vu sur le concept au niveau de la vitre de custode. Vu et revu certes, mais traité ici de façon originale en s'inscrivant dans le tour de vitre. Sympa au final. La lunette de haillon est fortement inclinée, 64,2 degrés contre 50,9 pour le SW, au bénéfice du style sans trop sacrifier à la praticité. Nous le verrons. La poupe, fraîchement jamais vue chez un constructeur coréen, fait très horizontale. Essentiellement grâce au bandeau de feu arrière qui s'étire sur toute la largeur de la voiture. Et sous certains angles, ce break fait penser à une Porsche Panamera Sport Turismo. Avouez qu'il y a pire comme référence. L'échappement à double sortie, une de chaque côté, évoque lui aussi un petit côté sportif. Avec une hauteur abaissée de 43 mm, 1,42 m, et une longueur 5 mm supérieure à celle du break, SW, soit 4,61 m, et une garde au sol diminuée de 5 mm, le Proceed donne donc l'impression d'être bien campé, moins trapu que le break et dynamique. En comparaison avec l'extérieur, l'entrée à l'intérieur fait l'effet d'une douche froide. En effet, au contraire de la carrosserie, l'habitacle est très peu personnalisé. Le Proceed reprend en effet dans son intégralité l'intérieur de la berline et du SW. C'est d'autant plus dommage que les clients potentiels de ce type de carrosserie auraient certainement apprécié un traitement un peu plus exclusif de leur intérieur. Soyons honnêtes, quelques spécificités sont tout de même présentes, comme un volant à méplat ou des sièges dédiés, au choix en simili-cuir et tissu ou cuir et suédine en haut de gamme. Avec surpiqûre rouge ou grise, les plaquages métallisés des seuils de porte sont également bien à lui, et le ciel de toit noir remplace le gris de la berline et du SW. Mais ce sont des détails, certes bienvenus, qui nous feront pas changer d'avis. Cependant, on reconnaît sans peine la qualité globale de cet intérieur. Il est un peu tristoun, oui, mais bien réalisé et les matériaux sont de bonne facture, l'ergonomie ne souffre d'aucun reproche. Au niveau de l'habitabilité, on pouvait avoir des craintes, surtout aux places arrière. Mais le pavillon plus bas est compensé en partie par une banquette rabaissée de quelques millimètres. En conséquence, après une entrée un peu moins facile que dans le break vu la ligne de toit, mais néanmoins bien meilleure que dans une Mercedes CLA Shooting Brake ou même une Peugeot 508, on se retrouve bien installé et l'espace est dans la bonne moyenne de la catégorie. Seuls les plus d'1,85 m toucheront le ciel de toit.
Le volume de coffre, lui, perd 31 litres par rapport au SW, mais affiche tout de même 594 décimètres cubes, ce qui reste une très bonne valeur. La banquette 40-20-40 peut être rabattue depuis des tirettes dans le coffre et forme une surface parfaitement plane lorsque le double plancher de coffre est en place. Le seuil de chargement est de plus assez bas. Bref, malgré son style, le Procid n'a pas trop sacrifié aux aspects pratiques par rapport au break classique. On ne connaît cependant pas le volume maxi qui devrait être plus réduit que le SW du fait de la lunette inclinée. En vertu de son statut de version UP de la gamme Seed, la Procid accueillera sous son capot les moteurs les plus puissants de la berline. Ainsi en essence, on aura les 1 litre 3 cylindres TGDI 120 chevaux et 172 Nm, boîte de vitesse manuelle 6 rapports uniquement, le 1,4 litre TGDI 140 et 242 Nm. Il n'est pas encore décidé si le 1,6 litre T GDI 204 chevaux, déjà connu sur l'actuel Procid GT, sera reconduit sur le marché français. Si c'est le cas, il sera couplé à une unique finition GT, tandis que les versions moins puissantes seront des GT Line. En diesel, enfin, on retrouvera le nouveau 1,6 litre CRDI 136 chevaux et 280 Nm ou 320 Nm en boîte automatique. Les performances et consommation, donc émissions, sont encore en cours d'homologation. Du côté du châssis, Kia annonce des amortisseurs plus raides que pour la berline et le break, mais des barres anti-roulis assouplies pour à la fois rendre plus dynamique la conduite, mais pour que les roues intérieures restent posées au sol dans les enchaînements de virages serrés. Dixit le dossier de presse qui laisse dubitatif. Dans tous les cas, nous vérifierons tout ça lors des essais routiers qui auront lieu au mois de janvier 2019. Enfin, terminons par l'équipement. Il est repris intégralement de la berline Seed. On peut donc le définir comme complet et même plus. Les aides à la conduite comme l'alerte de véhicule dans l'angle mort, l'aide au maintien dans la voie, l'alerte somnolence, l'aide au freinage d'urgence avec reconnaissance des piétons en option sont là. Le régulateur de vitesse adaptatif aussi. Le système multimédia à écran tactile 8 pouces et service connecté TomTom Live est compatible Android Auto et Apple CarPlay. Et le Procid disposera aussi en option de la conduite semi-autonome de niveau 2 qui gère la distance avec le véhicule qui précède et le maintien au milieu de la file entre 0 et 180 km/h. Le Procid est bien entendu toujours garanti pendant 7 ans et 150 000 km. Ces tarifs ne sont pas encore fixés, mais les rumeurs parlent d'un surcoût de 1 500 € à 2 000 € maximum par rapport à un break SW. Si cela s'avère véridique, il pourrait bien trouver son public car cela resterait raisonnable compte tenu de sa carrosserie originale et inédite chez les généralistes. Sa commercialisation est prévue pour le premier semestre 2019. Il sera également présent sur le stand de Kia au Mondial de Paris 2018. Vous savez donc tout sur les Kia Ceed GT et Procid qui seront donc les deux stars de Kia au prochain Mondial de Paris. On va parler électrique maintenant. Avant de vous parler de l'Audi e-tron dans les nouveautés du jour, dans quelques minutes, dans le journal de l'auto je vais vous parler maintenant du Mercedes EQC. Et oui, EQC, c'est 3 lettres qu'il faudra maintenant mémoriser chez Mercedes. Pourquoi ? Parce que c'est le nom du premier SUV 100% électrique de la marque allemande, rival entre autres du Tesla Model X. Alors que faut-il savoir sur la nouvelle gamme EQ de Mercedes, un EQ chez Mercedes donc, et de son premier modèle, le QC. Je vous propose tout de suite de la découvrir, cette nouvelle EQC. C'est le grand soir pour Mercedes qui a dévoilé son nouveau modèle nommé EQC, premier SUV 100% électrique de la marque à l'étoile. Fruit de 3 ans de développement, il vient concurrencer le Jaguar E-Pace ou le Tesla Model X. Découvrons-le plus en détail. Pour Mercedes, l'enjeu est important. Au-delà du modèle dévoilé, c'est une nouvelle gamme EQ qui débute aujourd'hui avec l'objectif de couvrir toutes les catégories de véhicules d'ici 2022. 10 milliards d'euros ont été investis pour se faire une place au soleil sur ce secteur des voitures électriques. Le temps de la classe B électrique est déjà loin.
Depuis quelques jours déjà, Mercedes avait dévoilé de nombreux éléments de design de son nouveau véhicule. Tout en cultivant un air de famille avec sa gamme de SUV, la marque apporte des touches de style propres aux véhicules électriques qui aiment jouer la carte de la modernité. Chez Mercedes, cela se fait par l'ajout d'un bandeau à LED sur la face avant, reliant les blocs optiques et servant de signature lumineuse de jour uniquement. Cette ligne blanche fait écho au même gimmick que l'on retrouve à l'arrière. Si les lignes sont adoucies aussi bien pour des raisons aérodynamiques que pour l'image du véhicule, le QC reste fidèle au style Mercedes et ne bouleversera pas les habitudes des clients de la marque. Le constructeur tient par exemple à garder une calandre identitaire, même si l'aération ne devient plus utile comme pour un moteur thermique, le client ne sera pas décontenancé. On notera au passage que le bandeau lumineux avant très présent aux communications ne sera disponible que sur certains marchés où la législation le permet. Ce ne sera pas le cas en France et en Europe. Il en sera de même pour le logo éclairé sur la calandre. La ligne générale rappelle le GLC, entre autres, au niveau de la chute du pavillon. Cependant, le véhicule se veut un tout petit peu plus racé, avec une hauteur inférieure à 1,62 m contre 1,64 m pour le GLC. L'effet est renforcé par une longueur supérieure à 4,76 m contre 4,66 m pour le GLC. Ces différences sont minimales pour symbolique pour les designers qui ne positionne pas ce EQC comme un pur SUV. Le coffre, pour sa part, dispose d'un volume de 500 litres uniquement à l'arrière. Le constructeur ne compte pas bouleverser les habitudes avec un deuxième coffre sous le capot avant. L'intérieur joue également la carte de la tradition avec la reprise du style des tableaux de bord des derniers modèles Mercedes, intégrant deux écrans créant en effet panoramique sous les yeux du conducteur. Un travail particulier a été effectué sur les animations avec des compteurs jouant sur un dégradé de couleur évolutif selon la vitesse. On retrouve également les commandes habituelles à l'image des boutons de réglage de siège. On ne change pas une équipe qui gagne finalement. La seule vraie nouveauté est les aérateurs abandonnant la forme ronde pour un dessin plus classique et rectangulaire. Pour les designers, il s'agit ici de suggérer le dessin des circuits imprimés sans pour autant trop appuyer sur ce trait. Concernant la fabrication, même si nous sommes face à des pré-séries spécialement préparées pour le show, l'impression est très positive avec une maîtrise parfaite des assemblages et des matériaux comme il se doit sur un véhicule haut de gamme. Le point le plus attendu est bien sûr la fiche technique. Le Mercedes EQC embarque des batteries lithium-ion d'une capacité de 80 kWh et elle délivre une puissance de 300 kW équivalent de 408 chevaux au moteur situé dans les roues avant et dans les cieux arrière. L'autonomie est bien sûr le nerf de la guerre et au stade actuel de la présentation, Mercedes souligne que ces données sont prévisionnelles. La marque annonce donc que l'on pourra parcourir 450 km avec une charge complète selon la norme NEDC pour une consommation de 22,2 kWh au 100 km. Les choix techniques permettent au véhicule de se positionner en bon concurrent du Tesla Model X disponible pour sa part en 75 kWh et 100 kWh. Mais on montre également que l'efficience et le savoir-faire peuvent changer bien des données théoriques. La recharge rapide est au rendez-vous, permettre au véhicule de charger sa batterie à 80% devrait prendre 40 minutes. 400 stations de charge devraient être installées par la marque à l'étoile dans le paysage européen. N'attendez cependant pas la gratuité de la charge, elle ne devrait pas être au rendez-vous. On n'oubliera pas que les véhicules premium électriques sont des vitrines technologiques ayant besoin de performances dignes des meilleures sportives et le gros SUV de 1,8 tonnes annonce un 0 à 100 en 5,1 secondes
pour une vitesse maximum de 180 km/h. Une version AMG a été évoquée pour les amateurs de performance élevée. Sur ses premières données, le Mercedes EQC ne révolutionne pas le monde de l'électrique, mais il est essentiel pour le constructeur allemand qui ne pouvait regarder passer le train de l'électrique, de rester sans réagir. C'est désormais chose faite d'une manière classique, mais dans le souci du détail et avec une vision à long terme. Ce modèle est un pur Mercedes qui s'inscrit donc parfaitement dans son époque. Le prix n'a pas été annoncé, mais ce modèle devrait arriver en concession à l'été 2019. On poursuit toujours chez Mercedes. Et oui, il y aura beaucoup de nouveautés chez Mercedes cette année au Mondial de Paris 2018. Après le QC, eh bien, il y aura un deuxième SUV chez Mercedes. Mais cette fois-ci, il est thermique et c'est la nouvelle génération du GLE qu'on a connu dans le passé sous le nom de Classe M ou même sous le nom de ML. En 2011, Mercedes a lancé la troisième génération du Classe M. Lors de son restylage en 2015, l'auto a été renommée GLE. Voici désormais un tout nouveau GLE, toujours plus chic et technologique. Point de surprise, depuis la première génération du Classe M, il y a une continuité esthétique et la seconde mouture du GLE ne marque aucune rupture. On retrouve notamment la vitre de costone séparée du reste du vitrage latéral et reliée à la lunette arrière. Les vitres et les feux s'affinent, leur nouvelle implantation accentue la largeur de l'auto. Le GLE a deux personnalités. L'une se veut plutôt classique et aventurière, avec du plastique brut à la base des boucliers et autour des roues, ainsi que des éléments de protection couleur alu. Avec celle-ci, il y a une inédite calandre à 8 côtés. L'autre est plus sportive. Quasiment intégralement peinte, elle reçoit des prises d'air plus imposantes et une calandre diamantée en forme de trapèze, comme sur la dernière Classe A. À l'intérieur, le précédent GLE avait pris un coup de vieux. Normal, sa planche de bord datait de 2011. Le nouveau fait donc abondant dans le temps, reprenant les derniers gimmicks de la marque avec bien sûr les deux écrans 12,3 pouces en enfilade. Petite nouveauté ici, cet ensemble fait visuellement corps avec les aérateurs, ou presque, car celui dessiné à droite semble factice. Il y a d'ailleurs au centre, dans le bandeau décoratif, 4 ouïes rectangulaires. Le conducteur et le passager sont séparés par une large console centrale qui intègre des poignées de maintien. Le GLE inaugure un nouvel affichage tête haute grand format. Le GLE profite de son empattement allongé de 8 cm pour proposer un meilleur espace aux jambes à l'arrière, plus 6,9 cm. La garde au toit progresse également, plus 3,3 cm. En série, le véhicule reçoit une banquette avec dossier fractionnable 40-20-40. En option, Mercedes proposera des sièges à réglage électrique. Le volume de chargement est de 825 litres et peut atteindre au maximum 2055 litres. La banquette se rabat grâce à des commandes dans le coffre. Avec la suspension pneumatique, le seuil de chargement peut s'abaisser de 40 mm. Une troisième rangée de sièges sera disponible en supplément. Les firmes allemandes ont l'habitude de lancer leurs nouveautés avec une gamme réduite, mais là, on verse dans l'extrême. Le GLE n'annonce qu'un moteur pour l'instant. Il s'agit d'un 6 cylindres essence en ligne de 367 chevaux, couplé à une micro-hybridation par alterno-démarreur. Ce dernier récupère de l'énergie et la restitue, c'est la fonction EQ Boost, qui ajoute temporairement 22 chevaux. Mercedes précise que la gamme sera rapidement étoffée avec des 4 cylindres, du diesel ou encore un hybride rechargeable. La boîte de vitesse automatique à 9 rapports sera généralisée. Sur les 4 cylindres, la transmission intégrale 4matic utilise une boîte de transfert qui répartit le couple entre les essieux selon un rapport fixe de 50-50. Les roues qui patinent sont freinées individuellement par un freinage ciblé. Sur les 6 et 8 cylindres, il y a une boîte de transfert intégrant un embrayage multidisque à régulation électronique qui permet d'envoyer de 0 à 100% du couple sur chaque essieu.
Le régulateur de vitesse et de distance actif Distronic est capable d'anticiper un embouteillage grâce aux informations communiquées par le GPS connecté à l'infotrafic. Une fois le ralentissement en vue, le bouchon est aussi détecté par une caméra et un radar. Un assistant d'encombrement actif assure une conduite autonome jusqu'à environ 60 km/h. Si le véhicule s'immobilise, il peut redémarrer seul, délai d'arrêt maximum d'1 minute. Sur des routes à plusieurs voies, l'assistant directionnel propose une fonction qui permet de faciliter le passage d'un véhicule d'urgence. L'auto longe au maximum le bord de la voie. Mercedes propose par ailleurs pour la première fois une aide aux manœuvres avec remorque. Côté confort, en plus du système qui analyse la route en amont, Road Surface Scan, et celui qui compense l'inclinaison dans les virages, le GLE reçoit un inédit train de roulement e-Active Body Control. Il régule individuellement les caractéristiques de suspension et d'amortissement à chacune des roues pour contrecarrer non seulement les mouvements de roulis, mais aussi le tangage et les mouvements verticaux. Sur le plan de la connectivité, on retrouve le très élaboré système MBUX inauguré par la classe A. Le dispositif intègre des commandes gestuelles qui permettent d'activer des fonctions ou de faire apparaître sur l'écran central des infos d'un geste de la main. Une commande vocale permet aussi de lancer des actions en interpellant la voiture par « Hey Mercedes !». Le système apprend vos habitudes. Par exemple, si vous appelez un numéro régulièrement le soir, la voiture proposera d'elle-même ce numéro. Assemblé aux États-Unis, le GLE fera ses débuts au Mondial de l'automobile. Les commandes seront ouvertes à la fin de l'automne. On poursuit cette chronique consacrée aux nouveautés du Mondial de Paris, édition 2018. Et oui, il y en a des nouveautés qui seront présentées cette année à la porte de Versailles, à Paris. Et on poursuit avec une nouveauté allemande maintenant. C'est la nouvelle génération de la Z4 qui a été dévoilée cet été à Pebble Beach. Revenant à la capote en toile, le Z4 affiche des dimensions en hausse. Promis plus agile, il sera proposé avec 2 moteurs 4 cylindres et un moteur 6 cylindres. La troisième génération de Z4 a fait sa première apparition publique en août au concours d'élégance de Pebble Beach, en Californie. Mais BMW n'avait quasiment donné aucune information technique. Cette fois, on sait tout sur le nouveau Roadster. On avait déjà constaté une évolution marquée du design avec des optiques verticales, des haricots plus larges ou encore de longs feux en L. On apprend que les proportions changent, le Z4 s'étire de 8,5 cm à 4,32 m, mais son empattement est raccourci de 2,6 cm, 2,47 m. La voiture a gagné 7,4 cm en largeur, 1,86 m, et perdu 1,3 cm en hauteur, 1,30 m. Cette nouvelle génération marque le retour de la capote en toile souple. Plusieurs avantages à cela. Une partie arrière moins massive, des kilos perdus et surtout un coffre nettement plus grand. Sa capacité grimpe de 50% à 281 litres. La capote se replie en 10 secondes. L'opération peut s'effectuer en roulant jusqu'à 50 km/h. La présentation intérieure ne déroutera pas les habitués de BMW, même s'il y a quelques aménagements. Le grand écran tactile est rapproché de l'instrumentation qui passe au 100% numérique avec des compteurs anguleux. La gamme sera chapeautée par une variante M40i dotée d'un 6 cylindres en ligne de 340 chevaux. Ce bloc délivre un couple de 500 Nm des 1600 tours minute. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4,5 secondes. BMW proposera 2 variantes d'un 4 cylindres 2 litres. Le modèle d'accès affiche 197 chevaux et un couple de 320 Nm. 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. Puis il y a une variante de 258 chevaux avec couple maxi de 400 Nm, 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. La boîte de vitesse automatique à 8 rapports est de série. Bien sûr, le Z4 est une propulsion. BMW promet une conduite plus exaltante avec un Z4 qui a retrouvé de l'agilité. Le modèle reçoit de nouveaux trains roulants avec double triangulation à l'avant et 5 bras à l'arrière. De série, il y a une direction assistance variable
fiable. Côté équipement, le Z4 peut faire le plein d'assistance à la conduite, mais il faudra piocher dans le catalogue des options pour avoir le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt redémarrage, l'aide au maintien dans la voie, l'aide au créneau ou encore le nouveau système BMW de marche arrière automatique, utile si vous êtes coincé dans une impasse. L'auto proposera aussi, toujours en supplément, des optiques de type Matrix et un affichage tête haute. Exposé au Mondial de l'automobile, le nouveau Z4 sera commercialisé en mars 2019. On poursuit avec un concept d'utilitaire que Renault a présenté aujourd'hui même à l'occasion du Salon du véhicule utilitaire de Hanovre, mais ce concept sera également exposé en octobre prochain du côté du Mondial de Paris. C'est le deuxième modèle de la gamme Easy de Renault, et oui, car au Salon de Genève 2018, en mars dernier, Renault avait présenté l'Easy Gauche, et maintenant, voici le deuxième modèle de cette gamme, l'Easy Pro. Après le concept Easy Gauche dévoilé à l'occasion du Salon de Genève, Renault va présenter au Salon du véhicule utilitaire de Hanovre l'Easy Pro, la vision du constructeur aux losanges de la livraison de demain. Souvenez-vous, au mois de mars dernier à Genève, Renault avait fait sensation avec le EasyGo, un concept préfigurant ce que pourrait être le transport de personnes en 2030. 100% autonome, celui-ci faisait partie d'une trilogie, deuxième acte aujourd'hui avec le Easy Pro, l'avenir de la livraison des objets lors du dernier kilomètre selon Renault. Comme beaucoup de constructeurs, Renault est conscient que l'urbanisation ne va pas faire que croître dans les années à venir, ce qui engendrera une augmentation des bouchons mais aussi de la pollution. Parallèlement à cela, l'e-commerce va continuer à se développer, tout comme les exigences des clients. Il faut donc réussir à combiner tous ces critères et notamment la livraison au cœur des centres-villes. Renault, leader européen du véhicule utilitaire électrique, propose aujourd'hui sa vision du futur. L'Easy Pro n'est pas simplement un véhicule mais un ensemble. Il se compose d'un véhicule leader et de 4 containers dénommés pod robots, selon le constructeur à l'image d'une locomotive et de ses 4 wagons. Véhicule à destination des professionnels, l'Easy Pro affiche des formes cubiques. Le premier véhicule accueille un conducteur, mais ce dernier voit son rôle évoluer car ses tâches se rapprochent de celles d'un concierge d'hôtel de luxe en étant en contact direct avec ses clients. L'accès à l'habitacle se fait par une porte implantée sur la face avant du véhicule permettant un accès aisé. À l'intérieur, le poste de pilotage est réduit à la plus simple expression avec un joystick et une tablette tactile, mais également une zone dédiée au travail. Le conducteur profite d'un espace qui fait la part belle aux matériaux naturels, cuir, siège, bois brûlé, sol, feutrine de laine et aluminium noir brossé, tablette et liège, parois. Derrière le conducteur se trouve une zone de chargement accessible par une porte coulissante. Esthétiquement, au-delà du style très cubique, le véhicule leader se caractérise par une signature visuelle assez originale, composée de projecteurs en forme de C ceinturant la face avant parcourue dans toute sa largeur d'un trait lumineux. Des projecteurs et des feux sont aussi installés verticalement dans le prolongement des roues. Les robopods peuvent avoir plusieurs fonctions. Le transport d'objets rendu possible grâce à une immense porte basculante, la réalisation de boutiques éphémères, food truck ou café par exemple, ou la transformation aux zones de réception d'objets commandés par Internet, genre Amazon Lockers. Afin de répondre aux besoins du futur, le Easy Pro sera bien évidemment 100% électrique. Renault prévoit une autonomie de 300 km avec recharge par induction. Le constructeur tricolore annonce même la possibilité de recharger de façon dynamique grâce à certains types de bitume permettant cette opération en roulant. L'autonomie est l'autre caractéristique de ce concept. Chaque module peut agir seul mais également suivre le véhicule leader à la manière d'un train. Bien sûr, l'Easy Pro est loin de la production et de la réalité, mais le constructeur français donne une piste d'avenir de l'utilitaire. L'Easy Pro fera sa première sortie officielle à Hanovre, suivie ensuite du Mondial de Paris. Il sera accompagné d'ailleurs à cette occasion d'un autre concept toujours secret, ayant pour thème l'autonomie. On poursuit cette édition des news du Mondial de Paris 2018. Je vous rappelle que le Mondial de Paris s'ouvrira ses portes début octobre 2018, première semaine d'octobre.
Et à cette occasion, Mercedes dévoilera la version 35 AMG de sa dernière classe A. Je vous rappelle que la classe A nouvelle génération est désormais lancée. Elle avait été présentée en mars dernier à Genève. Mercedes dévoile une version inédite de la classe A, la 35 AMG. Elle vient s'intercaler entre la gamme traditionnelle de la classe A et la future A45 AMG promise à l'hybridation et aux plus de 400 chevaux. Cette Mercedes développe quant à elle 306 chevaux à partir du bloc 2 litres turbo largement remanié. Mercedes lève enfin le voile sur la première déclinaison sportive de sa dernière classe A. En attendant la terrible A45 AMG et ses 400 chevaux, voilà la version intermédiaire A35 AMG. Ici, point d'électrification puisque siège sous le capot le bloc M260. Il s'agit du 4 cylindres 2 litres de l'A250, sauf qu'ici il passe à 306 chevaux et 400 Nm de couple, disponible des 3000 tours minutes, ce qui est, il faut le noter, relativement haut pour un bloc moderne. Ce moteur semble donc plutôt aimer les hauts régimes. Ce moteur est associé uniquement à la transmission intégrale 4MATIC et à la boîte à double embrayage et à 7 rapports. Le système 4MATIC favorise ici très largement les roues avant puisque la fluctuation de puissance va de 100% à l'avant à 50-50. Il sera donc impossible d'avoir une auto un peu plus typée propulsion, mais ceci n'est de toute façon pas nouveau sur les modèles compacts Mercedes. Les trains roulants ont évidemment été revus par rapport à la gamme Classe A classique avec la présence d'un McPherson spécifique à l'avant et de multibras 4 à l'arrière. La 35 AMG dispose par ailleurs de généreux disques de frein 350 mm à l'avant, 330 mm à l'arrière. L'auto vise un usage partiel sur la piste puisque Mercedes proposera en option le Track Pace AMG. En clair, il s'agit d'un enregistreur de données accélération, temps, vitesse pour le circuit et 2 pistes sont déjà préenregistrées, Spa-Francorchamps et le Nürburgring. Il est possible de créer d'autres tracés manuellement, un petit outil sympathique qui est combiné avec l'afficheur tête haute. La fonction de réalité augmentée de MBUX permet de projeter sur l'écran multimédia ou sur l'affichage tête haute en option la trajectoire idéale d'un circuit mémorisé. Accompagné de cet instructeur virtuel, le conducteur peut ainsi améliorer ses temps autour. La 35 AMG revendique un 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, un temps déjà canon alors que nous sommes même pas encore en présence de la 45 AMG. Les rejets de CO2 en NEDC corrélés sont annoncés à 167 ou 169 grammes par kilomètre. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais nous devrions en savoir plus à l'occasion du Mondial de Paris. On poursuit avec Seat qui dévoilera son grand SUV, le Tarraco, au Mondial de Paris. Et vous savez quoi? Il est très récent ce Seat Tarraco, vu qu'il a été dévoilé hier, durant la journée. Seat vient de lever le voile sur son nouveau SUV 7 places, le Tarraco, étroitement lié au Volkswagen Tiguan Allspace et Skoda Kodiaq. S'offre quelques privilèges, il est plus long, plus logeable et inaugure un nouveau visage. Seat achève son offensive SUV par le haut avec le nouveau Tarraco, un modèle de grande taille pouvant accueillir jusqu'à 7 passagers. La marque complète ainsi une offre encore inexistante 2 ans auparavant, composée de l'ATK, SUV compact, et de l'Arona, SUV urbain. Chez Seat, il y a désormais un SUV pour chaque besoin. La firme de Martorell commence d'ailleurs à récolter les fruits de cette folie SUV, une vente sur 3 en Europe avec une hausse de 22% de ses ventes depuis le début de l'année. Le Tarraco, lui, jouera un rôle de familial aux côtés de l'Alhambra qui devrait rester au catalogue quelque temps encore. Issu de la plateforme modulaire Volkswagen MQB, il partage bon nombre de composants avec ses cousins les Volkswagen Tiguan Allspace et Skoda Kodiaq qui sont tous fabriqués au même endroit à Wolfsburg en Allemagne. Le challenge est à chaque fois difficile pour chaque marque de personnaliser son modèle et convaincre la clientèle qu'ils sont tous bien différents, tout tant les ressemblances sont évidentes. Le Tarraco reprend grosso modo la même silhouette mais inaugure un nouveau visage qui sera repris par de futurs modèles, dont la prochaine Léon.
On pense notamment à cette face avant inédite composée de phares full LED, plus assez riches et d'une calandre désormais hexagonale et volumineuse. La partie arrière se distingue par une jonction horizontale entre les deux optiques, détail esthétique qui commence à se répandre à travers le groupe comme récemment sur le dernier Audi Q8. Le reste du véhicule conserve des angles vifs et une chute de pavillon abrupte qui vise à maximiser les volumes intérieurs. Car il ne faut pas oublier que la vocation du Tarraco, c'est le transport de troupes. Et la plateforme MQB du groupe Volkswagen qui l'exploite est une excellente base de départ. Le Tarraco mesure 4,74 m de long. Il est le plus long de la triplette et s'offre ainsi aussi un empattement confortable de 2,79 m, ce qui permet d'accueillir les passagers dans de très bonnes conditions. À l'arrière, on ne manque pas de place aux jambes et à la tête. Toutefois, l'Espagnol laisse le privilège des 3 sièges arrière indépendants à l'Alhambra et surtout à son concurrent direct, le Peugeot 5008. La banquette arrière dispose de dossiers inclinables et coulisses sur 18 cm, ce qui permet de moduler le volume de coffre. En configuration 5 places, il cube 760 litres et encore 700 litres avec l'option 7 places, ce qui reste énorme. Encore une fois, seul le Peugeot 5008 fait mieux. Les 2 places supplémentaires proposées à l'arrière prennent la forme de strapontins, ce qui limite son utilisation à du dépannage. Dans l'habitacle, la différence est aussi marquée. Ce nouvel intérieur se compose d'une planche de bord horizontale et bénéficie sur les versions haut de gamme d'un cockpit digital de 10 pouces. Celui-ci est accompagné d'un large écran tactile de 8 pouces flottant, une première au sein du groupe Volkswagen, preuve que Seat n'est pas le parent pauvre. Ce dernier regroupe tous les éléments de confort et de connectivité. Parmi les inédits, le Tarraco sera le premier modèle de Seat à être équipé du contrôle gestuel. En fleuron de la marque, il se doit d'embarquer des équipements haut de gamme comme une connexion Wi-Fi, un chargeur à induction ou encore une Sono Beats avec 9 haut-parleurs. Ces équipements seront répartis à travers 2 niveaux de finition connus dans la marque, style et excellence. Sous son capot, le Tarraco reprendra la même cavalerie que ses cousins. On aura donc en essence le 1,5 L TSI 150 chevaux en configuration 2 roues motrices et boîte mécanique et le 2 litres TSI 190 chevaux en DSG7 et transmission intégrale 4Drive. Cette dernière n'est pas permanente. Elle transfère le couple à l'arrière seulement en cas de perte de motricité à l'avant. Côté diesel, le 2 litres TDI est de la partie, soit en version 150 chevaux boîte mécanique, 2 roues motrices ou 4 roues motrices, soit en version 190 chevaux, uniquement DSG7 et 4 roues motrices. Le Tarraco s'offre également une batterie d'aide à la conduite comme l'aide au maintien de voie, la détection de vélos et piétons, la détection de fatigue, la reconnaissance des panneaux, l'assistance dans les embouteillages, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore un système de contrôle dynamique du châssis DCC qui assouplit ou durcit les suspensions en fonction des conditions. Le premier prix devrait tourner autour de 32 000 € et culminer à presque 42 000 €. Le nouveau Seat Tarraco fera sa première apparition publique au prochain mondial de l'auto avant d'entamer sa commercialisation au début d'année 2019. On poursuit ces nouveautés du mondial de Paris avec Kia qui va dévoiler une version 100% électrique du Niro avec une autonomie promise de 485 km. Kia s'apprête à dévoiler une nouvelle génération d'électrique après le Soul EV. L'e-Niro sera le premier modèle d'entre eux avec une autonomie désormais confirmée à 485 km dans sa version à grosse batterie. Une déclinaison moins chère sera également proposée. Kia nous dévoile aujourd'hui les premiers détails techniques sur l'e-Niro qui sera dévoilé au Mondial de Paris. La marque coréenne avec Hyundai est active dans le domaine de l'électrification. Elle propose en effet depuis quelques années le Soul dans sa version électrique qui se vend d'ailleurs mieux que le thermique. Cette fois, c'est le Niro qui y passe et Kia a prévu 2 modèles différents. À l'image de ce que fait Tesla avec ses modèles, Kia va vendre l'e-Niro sur 2 niveaux de batterie. Un premier avec 64 kWh permettant 485 km d'autonomie en mixte et 615 km en ville.
selon le cycle WLTP. Dans cette version, le moteur électrique développera 204 chevaux et 395 Nm de couple. Le second modèle aura droit à une batterie plus petite de 39,2 kWh. Le moteur voit sa puissance réduite à 136 chevaux et l'autonomie est annoncée à 312 km. Signalons toutefois que le couple ne change pas et reste ici à 395 Nm. Dans les deux cas, la transmission est uniquement à l'avant et Kia ne suivant pas ses concurrents qui ont souvent recours à la double motorisation pour avoir 4 roues motrices. Kia annonce un temps de recharge à 80% de 54 minutes sur la version 64 kWh avec une borne de 100 kW. Encore faudra-t-il évidemment trouver de telles bornes sur la route. On poursuit avec une autre nouveauté qui sera présente au Salon de Paris, au Mondial de Paris en octobre prochain. C'est la Toyota Camry hybride qui va remplacer dans quelques semaines la 26 au catalogue européen de Toyota. Toyota a stoppé la production de l'A26 qui souffrait de ventes en déclin dans un segment lui-même en forte perte de vitesse ces dernières années. En contrepartie, le constructeur japonais a annoncé l'arrivée en Europe de la Camry avec un moteur hybride dès 2019. Les grandes berlines de constructeurs généralistes ne fonctionnent plus, les acheteurs préférant les SUV ou parfois monter d'un cran et aller sur du premium. Les Ford Mondeo, Opel Insignia et autres Toyota A26 ont donc souffert d'une érosion des ventes ces dernières années et la japonaise a même été retirée du catalogue de Toyota. Le géant japonais va toutefois remplacer sa berline à 3 volumes par une nouvelle arrivante dès 2019, la Camry. Une voiture méconnue en France qui fait pourtant le succès de Toyota aux États-Unis. Selon les premières informations, la Camry sera proposée avec une motorisation hybride, à savoir le bloc 4 cylindres 2,5 litres atmosphérique associé à un moteur électrique. Une combinaison que l'on retrouve notamment dans la nouvelle Lexus ES. Le but de Toyota n'est pas d'aller séduire en priorité les particuliers avec cette Camry, mais plutôt d'avoir une berline à offrir aux gestionnaires de flotte et aux professionnels. La Camry de 8e génération sera lancée chez nous au premier trimestre 2019. Les tarifs ne sont pas encore connus, on en verra davantage au mondial. Au Mondial de Paris, Toyota dévoilera certes sa nouvelle Camry, mais également la nouvelle génération du RAV4 qu'on connaît depuis le printemps dernier et depuis le salon de New York précisément. Style plus agressif, nouvelle plateforme, transmission intégrale revue, le RAV4 change en profondeur. Cette 5e génération, évidemment hybride, sera lancée en France début 2019. Après avoir fait ses débuts au salon de New York au printemps, le marché américain étant sa priorité numéro 1, le nouveau RAV4 arrive en Europe via la France et le mondial de l'automobile. Autrefois roi des SUV chez nous, le japonais est devenu un outsider dans une catégorie qu'il a défrichée, éclipsé par les Qashqai 3008 et Tiguan. Pour prendre sa revanche, le RAV4 mise sur le style et l'hybridation. Côté look, pas question de jouer l'évolution timide. Le RAV4 est revu en profondeur avec une allure plus athlétique, plus agressive. Cette 5e génération, tracée à la règle, multiplie les plis de carrosserie et les effets de style, quitte à apparaître visuellement chargé et à ressembler à une Lexus. Le SUV star de Toyota en profite pour céder à la mode de la silhouette bicolore. La présentation intérieure se fait en revanche plus simple avec un nombre de lignes et de commandes réduit. L'intégration de l'écran tactile aurait pu être plus soignée. Le RAV4 reste à 4,60 m, mais l'empattement est étiré de 3 cm. La largeur gagne 1 cm à 1,855 m, très précisément. Selon Toyota, ses dimensions en légère hausse profitent à l'habitabilité et au volume de chargement, mais la marque ne donne pas encore de valeur précise. On sait juste que la modularité est très étudiée, avec par exemple un coffre à double fond. Le RAV4 adopte la nouvelle plateforme globale de Toyota, la TNGA, déjà utilisée par la Prius, le CHR et la nouvelle Auris. Il s'annonce plus dynamique grâce à un centre de gravité abaissé, une structure de caisse plus rigide et une meilleure répartition des masses. Vous vous en doutez, sous le capot, priorité à l'hybride. Les clients hexagonaux devront se diriger vers l'ensemble essence-électricité avec bloc 2,5 litres. La puissance
puissance cumulée est pour l'instant inconnue, mais elle devrait tourner autour de 200 chevaux, comme sur l'actuel modèle. Il y aura du nouveau pour la version à transmission intégrale. Les roues arrière seront entraînées par un deuxième moteur électrique qui puisera son énergie dans le système hybride, une nouvelle manière de faire des économies de carburant. Et je vous annonce également que Toyota dévoilera au prochain mondial de Paris la Corolla Touring Sport. Et oui, la Corolla, c'est en fait le nouveau nom de l'Auris. Et oui, en Europe, l'Auris redevient Corolla. Et oui, je vous rappelle que avant la compacte de Toyota en Europe, elle s'appelait Corolla, et ensuite ils ont remplacé par 2 générations d'Auris, et la Corolla est de retour pour cette 3e génération qui était déjà appelée Auris. Tiens, au dernier salon de Genève, et oui. Et à l'occasion du Mondial de Paris, il y aura donc la compacte, déjà donc dévoilée en Suisse, en mars dernier, mais il y aura également donc le break, et ça, ce sera vraiment la nouveauté de la gamme Corolla, qui sera donc lancée courant 2019. Dans le reste de l'actualité du mondial, et oui, on a terminé la partie nouveauté, je vais vous parler de Seat, qui sera présent aux 4 coins de Paris pendant ce mondial. Certes, il y aura le stand Seat à la porte de Versailles, mais pas que, vu qu'il y aura d'autres stands qui seront uniquement ouverts durant la période du mondial de Paris 2018. Et je vais donc vous dire où seront situés ces stands et surtout qu'est-ce qu'il y aura d'exposé sur ces stands. Seat exposera au salon de Paris son nouveau SUV Tarraco. Mais pendant le mondial, la marque sera aussi présente place de la Concorde, gare Saint-Lazare et même au BHV. En regardant le plan du mondial de l'automobile, petite surprise. Dans le pavillon 4, où l'on trouve les marques du groupe Volkswagen, aucune trace de Seat. Pourtant, la firme espagnole est annoncée avec une nouveauté en plus, le Tarraco. Seat sera bien visible porte de Versailles, mais comme en 2016, il installera un stand à l'extérieur. Il y mettra en avant ses derniers modèles, avec donc son SUV 7 places, mais aussi l'Arona et le Cupra ATK. Et ce n'est pas tout. Le constructeur a décidé de franchir les portes du salon et d'investir Paris pour aller à la rencontre d'un autre public. Seat participera ainsi au centre d'essai de véhicules écologiques basé place de la Concorde. Il proposera à laisser ses modèles à gaz avec notamment en première mondiale la version GNV de l'Arona. Le petit SUV sera aussi à l'honneur du côté de Saint-Lazare. Un stand éphémère sera installé sur le parvis de la gare, cours du Havre, et il sera possible de tester gratuitement le modèle. Une billetterie pour le mondial de l'auto sera également installée à cet endroit, et comme si cela ne suffisait pas, l'Espagnol s'invitera au BHV. Dans le grand magasin, la nouvelle marque Cupra sera mise en avant avec une vitrine rue des Archives et un corner au rez-de-chaussée. Par ailleurs, Seat participera à la grande parade organisée dans les rues de Paris le dimanche 30 septembre avec un exemplaire de la 600. Et on termine enfin ces news du Mondial de Paris 2018 avec le programme de Renault, mais également de Dacia et d'Alpine pour ce nouveau Mondial de Paris 2018. Le groupe Renault vient de donner la liste de ses nouveautés prévues pour le mondial de l'automobile. Il y aura sur le stand du Losange un concept de robot véhicule, un mondial en demi-teinte pour Renault. Un peu plus de 2 semaines avant l'ouverture du salon, le groupe vient de donner les détails de son programme. Et s'il n'est pas vide, il n'est pas aussi fourni que l'on attendait. Chez Alpine, rien de neuf. La marque exposera la 110 en version pure et légende. Reconnaissons tout de même que cela reste un modèle récent et qu'il se fait encore très discret sur nos routes et que le public du salon sera donc ravi de pouvoir l'approcher, d'autant qu'il y aura seulement 19 concessions en France. De plus, Alpine ayant déjà un cornet de commandes bien rempli, il n'allait pas déjà présenter autre chose. La marque viendra aussi avec un exemplaire de la version de compétition GT4. Du côté de Dacia, c'est un peu pareil. La Star restera la seconde génération du Duster, pas de lancement majeur donc au mondial, même si la marque low cost parle de nouveautés produits. Ce devrait être des évolutions mécaniques ou une nouvelle série spéciale. Un concours de design sur la sonde Aerostepway est aussi programmé. Pour du fret, il faudra donc se rendre sur le stand de la maison mère Renault. Exposera en première mondiale le Kadjar Restylé, dévoilé il y a quelques jours.
Le losange confirme aussi la présence d'un inédit concept car, un robot véhicule premium qui fera suite à l'Easygo vu à Genève en début d'année. Ce sera donc une étude de style autonome à l'apparence très futuriste. En revanche, point de trace de la Clio de 5e génération, même sous forme de show car. On pensait aussi découvrir la Twingo rafraîchie, d'autant que la citadine est plus âgée que le Kadjar. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri de surprises de dernière minute. C'était donc l'actu du Mondial de Paris 2018. Je rappelle que le Mondial de Paris 2018 ouvrira ses portes début octobre à la porte de Versailles. À suivre dans le journal de l'auto, première édition, et oui, ce n'est pas terminé, les nouveautés du jour. Et dans quelques instants, je vais donc vous présenter le Renault Kadjar restylé. Et oui, je vous en ai parlé il y a quelques secondes rapidement. Eh bien, tous les détails, ça sera dans un instant. Je vais également vous présenter l'Audi e-tron. Et oui, l'Audi e-tron qui a été dévoilé hier matin à 6h du matin ou vers 5h30, 6h, heure française. Et oui, parce que c'était dévoilé en Californie et à cette heure-là, c'est le soir en Californie. C'est comme ça. Et oui. Alors que faudra-t-il savoir sur ce nouveau Audi e-tron, le SUV électrique de Audi? La réponse, ça sera dans quelques instants et dans le reste de l'actualité, je vous parlerai de Ford qui met à jour les motorisations de ses deux monospaces, son monospace sportif et dynamique, le S-Max, et son grand monospace, le Galaxy. Alors, quelles sont les modifications apportées à la gamme du S-Max et du Galaxy? La réponse, ça sera dans quelques instants. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir, bien sûr, avec le hashtag Journal Auto et avec, pour cette grande première, un hashtag particulier aussi, le hashtag Journal Auto. La première, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Allez, on passe aux nouveautés du jour, et c'est tout de suite. Les nouveautés du jour. Dans les nouveautés du jour du journal de l'auto, on fera donc le point régulièrement sur les autos qui ont été présentées durant les dernières heures ou les derniers jours. Et on commence tout de suite cette édition des nouveautés du jour avec Renault qui a dévoilé récemment le restylage de son Kadjar. Alors que faut-il savoir sur le restylage du Kadjar? La réponse, c'est maintenant dans le journal de l'auto. Lancé au printemps 2015, le Kadjar passe par la case restylage. Mais le SUV compact de Renault ne change pas beaucoup. Le journal de l'auto fait l'inventaire des évolutions pour le millésime 2019. Le Kadjar souffre face à des concurrents plus modernes, à commencer par le Peugeot 3008, mais ses ventes restent honorables. Renault n'a donc pas revu en profondeur le modèle. En dépensant peu pour le lifting, la marque préserve la rentabilité du projet, assurée par le fait que le véhicule est étroitement dérivé du Nissan Qashqai. En attendant le lancement d'une seconde génération plus ambitieuse, le Kadjar évolue par petites touches. Selon Renault, le style extérieur est la première raison d'achat du Kadjar. Le restylage est donc léger. Les designers ont toutefois revu les signatures lumineuses et les boucliers pour donner plus d'élégance au véhicule. À l'avant, les clignotants sont maintenant intégrés au feu de jour et la calandre gagne du chrome. La prise d'air a été redessinée, tout comme le logement des antibrouillards désormais rectangulaires et à LED. À l'arrière, le bouclier est plus travaillé. Il englobe deux ensembles feux de recul anti-brouillard plus fins. Il y a moins de plastique brut. L'insert décoratif est visuellement élargi et dessine de fausses sorties d'échappement. Le Kadjar reçoit de nouvelles jantes de 17 et 19 pouces, ainsi que 3 coloris inédits pour lui, vert Ural, bleu Iron et gris Highland. Le vrai problème avec le Kadjar, c'est sa présentation intérieure qui n'est pas d'une folle modernité. On espérait l'arrivée de l'écran tactile vertical 8,7 pouces vu dans de nombreuses Renault. Il faudra faire sans. Le SUV compact du losange reçoit bien un nouvel écran, promis plus réactif, mais il garde une modeste dimension de 7 pouces. Il est en revanche mieux intégré avec de nouvelles touches de raccourci, le tout ayant un aspect infleurant.
En dessous, il y a de nouvelles commandes de climatisation, 3 boutons rotatifs plus chic mais qui semblent partagés avec le Dacia Duster, avec cependant ici la fonction bizone. Renault a revu les contreportes avec de nouvelles commandes pour les lève-vitres et le réglage des rétroviseurs, le tout étant sur une seule platine. Les bacs de porte ont été agrandis pour recevoir une grande bouteille d'eau. Les sièges promettent un meilleur confort avec l'arrivée d'un réglage de la longueur d'assise. Le maintien va progresser avec des renforts latéraux plus fermes. De nouvelles selleries sont au programme, dont certaines à effet 3D et une en Alcantara. Des aérateurs ont été ajoutés au dos de la console centrale pour rafraîchir ou réchauffer les passagers de la banquette. Le Kadjar n'a pas attendu son restylage pour revoir sa gamme de moteurs. Le passage à la norme WLTP a en effet poussé Renault à tout changer dès août. Côté essence, il y a le 1,3 litre TCE décliné en 140 et 160 chevaux. Les deux puissances sont disponibles en boîte manuelle ou EDC. Pour le diesel, le Kadjar avait déjà droit au 1,5 litre Blue DCI de 115 chevaux. La nouveauté, à l'occasion du restylage, c'est l'arrivée du 1,7 litre Blue DCI de 150 chevaux. Le Kadjar muscle donc un peu son jeu en diesel puisqu'il plafonnait avant à 130 chevaux. Le 1,5 litre sera disponible ultérieurement en EDC, le 1,7 litre ne sera proposé qu'en manuel, en 2 roues motrices et 4 roues motrices, car c'est l'avantage du Kadjar face au 3008, il y a une transmission intégrale. Les modèles 2 roues motrices peuvent recevoir un anti-patinage renforcé, l'Extended Grip. Surprise côté équipement, Renault n'annonce rien de neuf. Le Kadjar n'a donc pas le droit à de nouvelles assistances à la conduite, alors que son cousin Qashqai a fait un pas vers l'automatisation avec la technologie ProPilot. Sur le plan de la connectivité, c'est mieux avec l'intégration des systèmes Apple CarPlay et Android Auto. La nouvelle gamme n'est pas encore connue en détail, mais Renault indique qu'il y aura une finition Black Edition à la présentation un peu plus sportive. Jantes 19 pouces spécifiques, coque de rétro noire, sellerie Alcantara, ciel de pavillon noir. Le losange proposera aussi une série limitée Wave, basée sur l'entrée de gamme Life. Elle gagnera par rapport à cette dernière des jantes 18 pouces ou encore une sellerie spécifique avec surpiqûre bleue. La date d'arrivée dans les concessions n'a pas été dévoilée. On va reparler du SUV dans un instant dans les nouveautés du jour avec Audi qui a présenté hier son nouvel SUV, son premier SUV électrique, l'e-tron. Ça, on en reparle dans quelques instants. Mais tout de suite, je vais vous présenter 2 Toyota Yaris un peu particulières qui seront également au Mondial de Paris. Et il y en a une qui va fêter les 20 ans de la Yaris. Ça sera les Y20 que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais tout de suite, je vais vous parler sport avec la Toyota Yaris GR Sport, ou c'est une Toyota Yaris GRMN, mais un peu plus discrète. Chez Toyota, on apprécie les voitures de sport. Le constructeur japonais commercialise depuis peu et en série limitée la trépidante Yaris GRMN. Nous l'avons d'ailleurs essayé quelques mois en arrière et nous a pas laissé insensibles. Pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir la Yaris GRMN, Toyota propose une alternative somme toute intéressante, mais nous emballons pas trop car cette version est nettement moins radicale que la Yaris GRMN. Il s'agit de la Yaris GR Sport, qui, comme son nom l'indique, a reçu un traitement du département sportif Gazoo Racing. Cette voiture est basée sur la Yaris hybride et son groupe motopropulseur, moteur 1,5 litre couplé à un moteur électrique, ne gagne malheureusement aucun cheval. Les clients devront simplement se contenter d'un accastillage spécifique et d'un châssis légèrement renforcé. En effet, la Yaris GR Sport pèse 5 kg de moins que la Yaris hybride. De plus, elle est dotée d'une suspension sport et d'une barre stabilisatrice afin d'offrir un agrément de conduite plus incisif. Mais le gros du chargement se situe au niveau de la carrosserie. Toyota a rajouté plusieurs éléments pour que cette version se rapproche esthétiquement de la Yaris GRMN. Enfin, Toyota indique que l'habitacle de la voiture reçoit des sièges sport ainsi qu'un volant à 3 branches emprunté à la Toyota GT86. Cette Toyota GR Sport est la première d'une grande lignée. Elle sera présentée au Mondial de Paris au mois d'octobre prochain et sera prochainement suivie par d'autres véhicules de la marque siglés GR Sport. Et je vais tout vous dire maintenant sur la série spéciale de la Toyota Yaris, la Y20, qui fête les 20 ans de la citadine japonaise.
En plus de la Yaris GR Sport, Toyota présentera au Mondial de Paris la Yaris 20e anniversaire qui, comme son nom l'indique, célèbre les 20 ans du modèle. La première génération de la citadine nippone fut en effet dévoilée en 1998 lors de la 78e édition du Salon parisien. La série 20e anniversaire se reconnaît d'abord à sa robe dorée qu'elle emprunte directement à la toute première Yaris. En bonne citadine des temps modernes, elle joue la carte du biton avec un pavillon noir et gris et de nombreux éléments gris foncé, des gentaillages à la calandre en passant par les baguettes latérales, les coques de rétroviseur et les décors d'anti-brouillard, lesquels reçoivent également de discrètes touches de chrome. Une antenne requin assortie à la couleur du toit, des vitres arrière surteintées et un badge Y20 à l'arrière complètent la panoplie à l'extérieur. À bord, le gris foncé prédomine. Console centrale, insert de volant et sellerie spécifiques sont en effet de cette couleur. Le pommeau du levier de vitesse et les cerclages d'aérateurs, de haut-parleurs et de cadrans bénéficient d'une finition chrome satinée. Enfin, des tapis noirs à bordure argentée et un emblème Y20 sur le tableau de bord et le dossier des sièges avant figurent également au programme. La Yaris 20e anniversaire sera proposée aussi bien en essence qu'en hybride. Elle sera produite à 500 exemplaires et lancée à la fin de l'année. Allez, il est temps maintenant qu'on parle SUV avec deux modèles. Dans un instant, je vais vous présenter le Vision iNext de BMW. Mais tout de suite, c'est vraiment la nouveauté du jour, ou plutôt de la semaine. Elle a été dévoilée hier matin. C'était aux alentours de 5h30, 5h45 du matin que la conférence de presse avait commencé du côté des États-Unis. Et donc, Audi a dévoilé enfin, après le prototype camouflé dévoilé à Genève, et bien ils ont dévoilé la version de série de l'e-tron qui sera lancée dans quelques semaines. L'offensive anti-Tesla se poursuit. Après Mercedes et BMW, c'est au tour d'Audi de présenter sa vision d'un véhicule familial haut de gamme 100% électrique. Le SUV e-tron, dont les premiers exemplaires seront livrés en fin d'année, annonce 408 chevaux et une autonomie de 400 km pour un tarif d'environ 80 000 €. On comprend mieux pourquoi Elon Musk a passé une année atroce, ainsi qu'il l'avouait récemment dans une interview. Aux difficultés de production que rencontre Tesla s'ajoute en effet l'accélération de la contre-offensive menée par les constructeurs premium. Après Jaguar au printemps, ce sont maintenant Mercedes avec son EQC, BMW avec son iX3 auquel s'ajoute maintenant le concept car Vision iNext que je vous présenterai dans un instant, et Audi qui entre dans la danse avec la tranquille assurance que leur confère une phénoménale puissance de feu. S'il est le dernier à s'annoncer officiellement, Audi sera aussi le premier à lancer sur les routes son anti-Tesla. C'est le Model X qui est directement visé par l'e-tron qui nous intéresse aujourd'hui et dont les premiers exemplaires seront livrés en fin d'année. Celui-ci se présente comme un SUV taillé pour les voyages au long cours, fort de ses 95 kWh, soit 5 kWh de mieux que le Jaguar E-Pace. Ses 4 roues motrices sont couple de 561 Nm, sa puissance de 360 chevaux, valeur qui atteignent 664 Nm et 408 chevaux avec le Boost Mode, et son autonomie de 400 km selon le cycle WLTP. Long de 4,91 m, soit 8 cm de moins que le Q8 et 14 de moins que le Q7 et 25 de plus que le Q5, l'e-tron peut accueillir 5 passagers tout en préservant un espace de chargement de 660 litres, valeur qui peut grimper à 1725 litres quand on rabat les sièges arrière. L'intégration des packs de batterie lithium-ion au nombre de 432, répartis en 36 modules de la taille d'une boîte à chaussures entre les deux essieux, assure un plancher presque parfaitement plat, contrairement à ce que l'on observe avec le Mercedes EQC, dont le tunnel central obère l'habitabilité. Le volume disponible situe l'Audi dans la très bonne moyenne des SUV familiaux qui, par chez nous, carburent quasi exclusivement au gazole et dont il va maintenant falloir convaincre une partie de la clientèle des bienfaits de l'électromobilité. À cette fin, Audi a mis au point un écosystème dont le principal point fort est le réseau de charge rapide Ionity.
Fruit d'un partenariat entre les groupes Volkswagen, donc Audi, BMW, Daimler et Ford, celui-ci comptera en fin d'année quelques 200 stations de recharge réparties à travers l'Europe, l'objectif étant de doubler ce nombre à l'horizon 2020 avec une interdistance maximale de 120 km entre deux stations. Audi annonce pour l'e-tron une charge rapide qui atteint la valeur assez fulgurante de 150 kWh, ce qui permettra de regagner 80% d'énergie en une demi-heure. De quoi envisager sereinement les grands trajets et rassurer ceux qui s'inquiéteraient qui inquiéterait une consommation électrique assez élevée de 23,7 kWh au 100 km, quand une Jaguar E-Pace se contente de 19,1 kWh au 100 km. Rappelons que l'autonomie de l'e-tron s'établit à 400 km en norme WLTP, valeur que l'on peut espérer très proche de la réalité. L'auto pourra récupérer 30% de l'énergie disponible en décidant de façon autonome la façon dont elle récupérera de l'énergie au freinage, soit à partir du frein moteur pour les décélérations inférieures ou égales à 0,3 G, ce qui représente d'après Audi 90% des cas, soit à partir des freins sans que le conducteur ne perçoivent de différence. Ce système se double de la possibilité pour le conducteur de forcer tel ou tel mode de récupération, ce qui se traduit à l'usage par un frein moteur plus ou moins marqué. Au niveau 2, frein moteur le plus fort, il serait ainsi pratiquement inutile d'avoir recours à la pédale de frein. Le constructeur avance que le système de récupération d'énergie assure à lui seul 30% de l'autonomie de la voiture. L'aérodynamique est une donnée clé pour un véhicule électrique et l'e-tron revendique un joli 0,27 quand il est doté de ses rétroviseurs caméra optionnels, comptés environ 1200 €. Les images sont renvoyées dans des écrans OLED parfaitement intégrés aux contreportes et contribuent à faire de l'habitacle une référence en matière de design. C'est à mon sens l'un des plus beaux, voire le plus beau, de la production automobile actuelle. Finition, design, matériaux, c'est le sans faute. Par ailleurs, la marque aux anneaux rappelle que le réseau européen compte aujourd'hui 65 000 stations de charge ouvertes au public et que 80% d'entre elles seront accessibles à ses clients via une simple carte e-tron Charging Service. Une charge complète prendra 8h30 sur une borne 11 kW et 4h30 sur une 22 kW, la puissance des bornes Bélib à Paris par exemple. Notez au passage que la marque s'est aussi interrogée sur la possibilité de mettre occasionnellement à disposition des acheteurs d'e-tron des modèles thermiques quand ils partent en week-end, mais la solution ne devrait finalement pas être retenue, celle-ci s'apparentant à une forme d'aveu de faiblesse. La mobilité électrique se suffit à elle-même quand elle est maîtrisée, qu'on se le dise. Il est déjà possible de passer commande de l'e-tron dont le tarif de lancement en Allemagne s'établit à 79 900 €. Les premières livraisons interviendront en fin d'année, le temps que l'usine belge qui produit l'auto monte en cadence. Audi prend le soin de préciser que l'e-tron n'est que la première partie de son offensive électrique. L'objectif est de proposer 10 modèles 100% électriques à horizon 2025. D'ici 2020 apparaîtront ainsi une e-tron Sportback, une e-tron GT ainsi qu'une berline compacte, dur pour Elon. On poursuit avec un concept, cette fois-ci 100% électrique, mais c'est aussi un SUV. Ce concept s'appelle Vision e-Next et il est signé BMW. Je vous le présente tout de suite dans le journal de l'auto. Ce concept Vision e-Next annonce le prochain porte-étendard de la gamme i qui sera lancé en 2021. Le modèle sera électrique, connecté et très autonome. Si BMW prépare des variantes électriques de ses véhicules conventionnels avec, pour commencer, le X3, l'Allemand ne va pas pour autant mettre fin à la famille i. Celle-ci accueillera même deux nouveaux modèles dans les prochaines années, la familiale i4, préfigurée en 2017 par le concept Vision Dynamic, et l'e-Next, un grand SUV. La marque en donne un avant-goût avec ce prototype. L'e-Next sera le nouveau porte-drapeau de la gamme i et plus largement du savoir-faire technologique de BMW. Pour le constructeur, c'est d'ailleurs la i 2.0 qui marquera une nouvelle rupture technologique comme l'ont fait les i3 et i8 lors de leur lancement en 2013. Évidemment 100% électrique, ce modèle
hyper connecté permettra surtout à BMW de faire un bond en avant en matière de conduite autonome. Le concept est présenté comme pleinement autonome. Il y a d'ailleurs deux modes de fonctionnement, Boost, celui où un conducteur a la main, et Easy, où la voiture gère tout. Dans ce cas, le volant, l'instrumentation et les pédales se rétractent pour dégager plus d'espace. L'habitacle a été conçu comme un cocon très lumineux avec notamment une large banquette arrière, mais il y a peu de chances de voir cela sur le modèle de série qui est annoncé pour 2021. Une voiture pleinement autonome dans 3 ans, cela semble peu probable. Les grandes lignes extérieures sont là, d'un gabarit apparemment similaire à un X5, les dimensions ne sont pas connues. Le Vision iNext adopte une immense calandre haricot relié, un élément que l'on retrouvera bien sur les futurs i. Autre détail qui devrait être repris par l'Inext de série, les optiques longilignes et les décrochés de carrosserie au niveau du vitrage latéral. Le concept est équipé de portes antagonistes qui ont aussi leur chance de passer le cap de la production. La marque ne fait en revanche aucun commentaire sur la fiche technique. Fait curieux, BMW n'a pas prévu d'exposer cette étude au mondial de l'automobile. Bah oui, c'est curieux, parce qu'il est présenté avant le mondial, mais BMW ne le présentera pas. C'est curieux, tout simplement. Allez, dernière nouveauté du jour, en ce mercredi 19 septembre, vous êtes dans la première du journal de l'auto. Je vais tout vous dire sur la nouvelle version 43 de l'AMG GT 4 portes. Après avoir lancé la 63 AMG, Mercedes-AMG dévoile une nouvelle variante de sa berline coupée AMG GT avec la 43. Il s'agit de la moins puissante du trio, mais aussi de la moins chère, avec un ticket d'entrée de près de 15 000 € inférieur à celui de l'AMG GT 53. Au départ, la nouvelle berline d'AMG ne devait être qu'un modèle haute performance, censé venir en quelque sorte compléter la gamme CLS qui avait abandonné le modèle 63 AMG. Celui-ci est désormais présent dans le catalogue de l'AMG GT, mais Mercedes a décidé d'adopter une curieuse stratégie pour son modèle haut de gamme qui descend en gamme. Après nous avoir dévoilé la variante 53 AMG avec son moteur 6 cylindres en ligne, voilà que Mercedes annonce aujourd'hui l'AMG GT 43. Concrètement, Mercedes a repris le 6 cylindres 3 litres suralimenté, mais avec une puissance moindre. Elle passe de 435 AMG GT 53 à 367 chevaux, tandis que le couple recule à 500 Nm contre 520 pour la variante 53. Conséquence directe de la baisse de puissance dans les hauts régimes, le 0 à 100 de l'AMG GT 43 perd 4 dixièmes par rapport à la 53 AMG. Il est désormais de 4,9 secondes. L'avantage d'une baisse de la puissance est la baisse du tarif d'accès de l'AMG GT qui débute désormais à 95 259 € en Allemagne, soit 15 000 € de moins que l'AMG GT 53. Cela fait cher le cheval. En tout cas, à ce prix, l'AMG GT se rapproche dangereusement de la CLS. Notez en tout cas un détail intéressant, le retour des jantes pleines chez Mercedes, un peu comme à la bonne époque des classes E50 AMG. C'était les nouveautés du jour dans cette première édition du journal de l'auto. Vous pouvez réagir toujours hashtag journal auto ou hashtag journal auto la première pour cette première édition du journal de l'auto en ce mercredi 19 septembre 2018. On passe au reste de l'actualité. Le reste de l'actu auto du jour. Et dans le reste de l'actualité automobile de ce mercredi 19 septembre 2018, dans la première du journal de l'auto, Ford met à jour ses deux monospaces, son monospace sportif, le S-Max, et son grand monospace, le Galaxy. Alors, quelles sont les mises à jour apportées aux deux monospaces américains? Je vous réponds tout de suite. Depuis que les constructeurs se focalisent sur les SUV, les monospaces disparaissent un à un, le plus souvent dans l'anonymat le plus total. Il existe toutefois quelques survivants, à l'image des Ford S-Max et Galaxy qui viennent d'ailleurs d'être mises à jour. Les évolutions les plus importantes sont d'ordre technique. Désormais, les deux modèles bénéficient du diesel 2 litres EcoBlue qui, selon la configuration, délivre 120, 150 chevaux ou 190 chevaux, voire même 240 chevaux pour la version biturbo. Ce moteur est associé à une boîte manuelle à 6 rapports
ou à la nouvelle boîte automatique à 8 rapports censée améliorer les consommations et l'agrément de conduite. Les clients peuvent se satisfaire de 2 roues motrices à l'avant ou bien choisir une transmission intégrale qui réclamera évidemment une petite rallonge financière. Les 2 modèles reçoivent également des mises à jour en matière d'équipement. Par exemple, les véhicules dotés de la boîte auto 8 susmentionnée bénéficient désormais d'un régulateur adaptatif avec fonction stop and go. Le détecteur d'angle mort a été amélioré et peut maintenant repérer des véhicules situés à 18 mètres en amont. L'instrumentation gagne en clarté grâce à un écran 4 pouces et l'écran tactile peut être porté à 10 pouces. De nouveaux essuie-glaces avec jet d'eau intégré assurent un meilleur nettoyage du pare-brise. Le système de réduction du bruit est maintenant livré de série sur le S-Max Vignal ainsi que sur l'ensemble des S-Max et Galaxy munis de l'EcoBlue de 140 chevaux. Enfin, de nouvelles teintes intègrent le nuancier et les versions ST-Line sont désormais dotées d'étriers de frein peints en rouge. Les S-Max et Galaxy mises à jour sont d'ores et déjà disponibles à la commande. Nous avons terminé de faire le point sur l'actualité automobile de ce mercredi 19 septembre 2018. Toute l'actu auto au quotidien, le journal de l'auto, Hugo Terretaz. Et c'est ainsi que se conclut cette première édition du Journal de l'Auto en ce mercredi 19 septembre 2018. J'étais ravi de vous la présenter. Je vous promets que pour les prochaines éditions du Journal de l'Auto, dès demain d'ailleurs, l'émission sera plus courte. Aujourd'hui, il fallait faire le point sur l'actualité des dernières semaines. C'était donc normal que l'émission soit un peu longue. N'hésitez pas à réagir bien sûr, hashtag Journal Auto, ou pour cette première émission de la saison, hashtag Journal Auto la première. Ça se passe sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain soir et on parlera demain soir, entre autres, d'un inédit concept que Peugeot dévoilera au prochain Mondial de Paris, début octobre prochain. Je vous souhaite donc une agréable soirée à toutes et à tous et je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver demain soir pour la deuxième édition du Journal de l'Auto. Nous serons le jeudi 20 septembre 2018. Allez, bonne soirée et à demain pour le Journal de l'Auto. Bye bye!